L'appel est arrivé 3 jours avant le réveillon du Nouvel An, alors que j'étais en vidéoconférence avec mon bureau de Singapour. J'ai vu le nom de maman clignoter sur mon téléphone et j'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Emma, il faut que je te parle du Nouvel An. Son ton était celui qu'elle utilisait pour annoncer une nouvelle qu'elle s'attendait à ce que j'accepte sans discuter. Nous faisons quelque chose de différent cette année. J'ai coupé le micro de mon ordinateur portable. D'accord. Ton frère Marcus a été invité à la propriété de son patron dans les Hamptons. Jackson Reed, vous avez déjà entendu parler de lui, n'est-ce pas? Le milliardaire de la technologie? Il a fondé Nexus Systems. Je connais Jackson Reed. Marcus a joué un rôle important dans leur nouvelle division IA, et Monsieur Reed organise un réveillon très exclusif. Il a dit à Marcus d'amener sa famille. Mais Emma, ce sont des gens sérieux. Milliardaires, cadres de la technologie. Capital risqueur. Le genre de personnes qui façonnent les industries. J'ai attendu, sachant déjà où cela allait nous mener. Nous pensons donc qu'il est préférable que tu restes à l'écart. Il n'y a rien de personnel, ma chérie, mais tu es dans le milieu universitaire. Ces gens-là opèrent dans une stratosphère différente. Marcus a besoin de faire bonne impression et d'avoir sa sœur à ses côtés. Bien que tu comprennes, quelqu'un pourrait te demander ce que tu fais et j'enseigne l'éthique des affaires dans une université d'État n'est pas vraiment assez impressionnant. J'ai fini. Je savais que vous comprendriez. Nous ferons quelque chose avec vous en janvier. Peut-être un brunch. Bien sûr. Maman. Marcus sera. Il était inquiet de devoir expliquer ta situation professionnelle à des gens qui ont bâti des entreprises de plusieurs milliards de dollars. Tu sais à quel point ces choses-là l'angoissent. La ligne s'est coupée. J'ai coupé le son de mon micro et je suis retourné à la conférence téléphonique, où mon équipe discutait des performances trimestrielles de mes participations dans la fabrication de semi-conducteurs en Asie du Sud-Est. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Mon assistante, Catherine, a frappé et est entrée avec sa tablette. Votre rendez-vous de 3 heures est prêt. L'équipe de Deloitte est ici pour l'audit de fin d'année du portefeuille. Donnez-moi 5 minutes. Une fois l'appel de Singapour terminé, je me suis mis à la fenêtre de mon bureau, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. 42 étages plus bas, la ville bougeait avec son habituelle énergie chaotique. D'ici, je pouvais voir 3 immeubles qui m'appartenaient. Ma famille ne le savait pas. Ils ne me l'ont jamais demandé. J'avais 36 ans et j'avais passé 14 ans à bâtir un empire dont ma famille ignorait l'existence. Tout a commencé assez simplement. J'étais entré dans le monde universitaire parce que j'aimais vraiment enseigner l'éthique des affaires et la gouvernance d'entreprise. J'ai obtenu mon doctorat à 25 ans et j'ai décroché un poste dans une bonne université d'État. Ma famille a été déçue, mais elle s'est résignée. Au moins, j'avais un emploi stable, même s'il n'était pas lucratif. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma thèse sur les échecs de la gouvernance d'entreprise avait attiré l'attention de plusieurs membres de conseils d'administration de grandes entreprises. Ce qui a commencé comme un travail de consultant, conseillant les conseils d'administration sur les structures de gouvernance, les aidant à éviter les pièges éthiques que j'avais étudiés, s'est transformé en poste au sein de conseils d'administration. À 27 ans, je faisais partie de mon premier conseil d'administration. À 28 ans, j'en faisais partie 3 fois. C'est alors que j'ai commencé à remarquer des constantes. Les entreprises ayant une mauvaise gouvernance n'étaient pas seulement des désastres éthiques en puissance. Elles étaient sous-évaluées. Le marché n'avait pas encore évalué leurs risques. J'ai donc commencé à les acheter. J'ai d'abord pris des positions, en utilisant l'argent que j'avais économisé grâce à mes honoraires de consultant. Puis des positions plus importantes. Puis des participations majoritaires. J'achetais des entreprises en difficulté ayant des problèmes de gouvernance, je remédiais à la structure de leur conseil d'administration, je mettais en place un contrôle approprié et je voyais leur valeur se multiplier. Je réinvestissais tout. Pas de style de vie sophistiqué, pas de profil public. Juste une acquisition après l'autre. Une entreprise après l'autre. À 30 ans, j'avais un fonds de capital investissement d'une valeur de 340 millions de dollars. À 33 ans, j'avais franchi le cap du milliard d'actifs sous gestion. À 35 ans, ma fortune personnelle atteignait 2,1 milliards de dollars, répartis entre 17 sociétés dans 6 pays.
Je donnais encore 2 cours par semestre parce que j'aimais ça. Je vivais toujours dans un appartement agréable mais pas ostentatoire. Je conduisais toujours une voiture pratique. Ma famille pensait que mon salaire de professeur était mon seul revenu et je ne l'ai jamais corrigé. C'est pour la même raison que j'avais commencé à tout documenter il y a des années. Je voulais voir qui il serait quand il penserait que je n'avais rien à offrir. Mon frère Marcus était l'enfant chéri. Diplômé du MIT, recruté par Nexus Systems dès sa sortie de l'école, il est aujourd'hui directeur principal de leur division IA à 33 ans. Il gagnait 380 000 $ par an. Plus des options d'achat d'actions. Selon les critères habituels, il avait extraordinairement bien réussi. Pour moi, c'était un employé. Mais pour nos parents, Marcus était la preuve qu'ils avaient élevé un gagnant. Chaque réunion de famille était l'occasion de présenter la dernière réussite de Marcus. Sa promotion. Sa nouvelle voiture. Son dîner de réseautage avec quelqu'un d'important. Et chaque vitrine avait besoin d'un bouclier, de quelqu'un pour contraster avec son succès. Ce quelqu'un, c'était moi. Au moins, Emma a la sécurité de l'emploi, disait papa quand les proches posaient des questions sur moi. Titularisation, salaire stable. Pas passionnant mais stable. Elle ne sera jamais riche, ajoutait maman. Mais elle fait un travail utile. On ne peut pas tous être très performants comme Marcus. Lors du dernier Thanksgiving, Marcus était venu avec sa petite amie Sophia, qui travaillait dans le marketing d'une start-up. Au cours du dîner, Sophia m'a demandé ce que je faisais. Emma est professeure, a dit Marcus avant que je puisse répondre. Éthique des affaires. Des choses très théoriques. Ça n'a rien à voir avec le monde des affaires, mais c'est intéressant. Papa Harry. C'est diplomatique. Emma enseigne aux gens comment les affaires devraient fonctionner. Marcus fait des affaires. Maman m'a tapoté la main. Nous sommes fiers de nos 2 enfants. La réussite se présente sous différentes formes. La condescendance était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Je n'ai rien dit. J'avais juste souri et changé de sujet. Parce que j'avais appris qu'il était inutile de se défendre face à des gens qui avaient déjà décidé de votre valeur. Et il valait mieux les laisser croire à leur histoire et utiliser leur sous-estimation comme camouflage. Et cela avait fonctionné à merveille. Tandis que Marcus s'entourait d'un réseau agressif et affichait chaque succès professionnel sur LinkedIn. Je rachetais discrètement des entreprises. Alors que mes parents se vantaient des stock options de Marcus, je possédais des actions et des entreprises d'une valeur supérieure à celle de Nexus Systems. Alors qu'ils se disputaient le salaire de mon professeur, j'ai gagné plus en un seul jour grâce au rendement de mon portefeuille que Marcus en un an. Était le plus beau, c'est qu'en fait, Marcus travaillait pour moi. D'une certaine manière, Marcus travaillait pour moi. Nexus Systems était l'un de mes titres. J'avais pris une participation de 7% il y a 2 ans, alors que l'entreprise traversait une crise de gouvernance. J'ai aidé à restructurer le conseil d'administration, à mettre en place une meilleure surveillance et j'ai vu l'action tripler. Marcus n'avait aucune idée qu'une partie de la valeur de ses options d'achat d'actions provenait des changements que j'avais opérés. Mais aujourd'hui, son patron Jackson Reed organisait une fête pour le réveillon du Nouvel An. Et je n'étais pas assez élitiste pour y assister. L'ironie était exquise. Catherine frappa à nouveau. Emma, l'équipe de Deloitte commence à s'impatienter. Fais les entrées. L'audit de fin d'année a duré 4 heures. Mon portefeuille avait augmenté de 43% au cours des 12 derniers mois. De nouvelles acquisitions sur les marchés émergents. 3 sorties majeures. 2 introductions en bourse. Les associés de Deloitte m'ont félicité pour ce qu'ils ont appelé une vision stratégique exceptionnelle et l'un des portefeuilles privés les plus impressionnants que nous ayons audité. Après leur départ, j'ai vérifié mon emploi du temps. Demain, c'était la mise à jour de l'indice Bloomberg Billionnaire, le nouveau calcul annuel publié la veille du Nouvel An. L'année dernière, j'étais classé 891. Mon équipe a estimé que j'avais progressé de manière significative. Mon téléphone a sonné. Un message de Marcus. Maman t'a parlé du Nouvel An? Merci d'avoir été cool à ce sujet. La fête de Reed est censée être folle. Elon pourrait être là. Peut-être Bezos. Je ne peux pas te laisser parler d'éthique du contenu pendant que j'essaie de mettre tout le monde en réseau. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu, amuse-toi bien.
Un autre message, de maman cette fois. Je voulais juste te dire que nous apprécions vraiment que tu sois compréhensif pour le nouvel an. Marcus a travaillé si dur pour obtenir cette invitation. Nous sommes très fiers de lui. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé ma plus proche amie, Diana, qui dirigeait un fonds spéculatif et était l'une des rares personnes à connaître toute la vérité sur ma fortune. Elle m'a immédiatement dit, ils t'ont désinvité du nouvel an. Je l'entends dans ta voix. Maman a appelé. Elle a dit que je les mettrais dans l'embarras devant le patron milliardaire de Marcus. Le rire de Diana était vif. Jackson a lu. Le type dont vous possédez une partie de la société? Ce patron milliardaire. Le même. Amy, tu dois leur dire. Ce n'est plus drôle, c'est cruel. Ils sont cruels envers eux-mêmes, ai-je dit. Je les laisse faire. Pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils meurent sans savoir que leur fille est plus riche que toutes les personnes présentes à cette fête réunie. Peut-être. Je n'ai pas encore décidé. Diana soupire. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu attends le moment parfait. Le moment où la vérité frappe si fort qu'ils ne peuvent pas la nier ou la minimiser ou la transformer en quelque chose qui fasse encore mieux paraître Marcus. Elle n'avait pas tort. L'indice Bloomberg sera publié demain à minuit, ai-je dit. Et tu seras dessus. Probablement. Sans aucun doute. Vous, cette année. Tu seras sur la liste. Et dès que cette liste sera rendue publique, n'importe qui pourra taper votre nom sur Google et voir exactement à quel point vous êtes riche. Oui. Donc si votre famille se trouve à une fête pleine de milliardaires et de cadres de la technologie quand la liste tombe, et si quelqu'un remarque votre nom, et si quelqu'un le mentionne à votre frère ou à vos parents, alors la vérité se révèle d'elle-même sans que j'aie à dire un mot. Vous êtes diabolique, dit Diana avec admiration. J'adore ça. Je ne fais rien. J'existe, tout simplement. S'ils découvrent la vérité organiquement, ce n'est pas ma responsabilité. Continuez à vous le dire. Que fais-tu pour le nouvel an, puisque tu es trop gêné pour la fête de famille? Je travaille. J'ai une réunion du conseil d'administration à Tokyo le 2 janvier. Je vais probablement rester à la maison et me préparer. Tu es un milliardaire qui passe le réveillon seul à travailler. Je suis un professeur qui aime ses recherches, Ai-je corrigé? Le fait d'être milliardaire n'est qu'un effet secondaire. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau alors que le soleil se couchait sur Manhattan. Mon téléphone bourdonnait de messages de fin d'année provenant de collègues, de membres du conseil d'administration, d'investisseurs. Des gens qui savaient exactement qui j'étais et ce que j'avais construit. Aucun d'entre eux n'était ma famille. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de Marcus. Au fait, si quelqu'un de l'université te le demande, ne mentionne pas la fête de Reed. Je ne veux pas que les gens sachent que je traîne avec des milliardaires. Ça fait con. Je lui ai répondu, ton secret est bien gardé. Il m'a répondu. Tu es le meilleur. C'est pour ça que tu es ma sœur préférée. J'étais sa seule sœur. Le réveillon du nouvel an est arrivé froid et clair. J'ai passé la matinée à téléphoner à mes bureaux de Londres et de Francfort pour passer en revue les performances du 4e trimestre pour l'ensemble de mes participations européennes. L'après-midi a été consacré à l'examen des documents de la réunion du conseil d'administration de Tokyo. Le soir venu, j'avais enfilé des vêtements confortables, préparé le dîner et m'étais installé avec un livre sur la gouvernance d'entreprise dans les marchés émergents. À 22 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Catherine m'a envoyé un texto, l'indice Bloomberg chute en 2 heures. Tu t'assois? Mon contact là-bas me dit que tu es le numéro 673. Tu es passé du numéro 891 au numéro 673. Ta valeur nette est de 2,4 milliards de dollars. J'ai regardé le chiffre. 2,4 milliards de dollars. C'était exact. Plus précis que je ne l'aurais cru. En fait, Bloomberg avait fait ses devoirs. C'est du bon travail de leur part, ai-je répondu. Emma, tu es sur le point d'être publiquement répertoriée comme milliardaire. N'importe qui peut taper ton nom sur Google et le voir. Y compris ta famille. Je suis au courant.
Et ils sont à une fête avec Jackson Reed et tous les milliardaires de la technologie à New York. Je suis au courant de ça aussi. Tu vas vraiment laisser les choses se dérouler organiquement? Je ne laisse rien arriver. Je ne l'empêche tout simplement pas. À 11h30, mon téléphone a sonné. Diana, tu surveilles les médias sociaux, a-t-elle demandé. Non. Devrais-je le faire? Plusieurs personnes du monde de la technologie postent qu'elles étaient à la fête de Reed. Je viens de voir une photo où l'on voit ton frère en arrière-plan. Il est là, Emma. Il est là avec tes parents, et dans 90 minutes, la liste Bloomberg tombe. Ok. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne peux pas contrôler le moment où Bloomberg publie son indice. Je ne peux pas contrôler qui est à quelle fête. Je ne fais qu'exister, Diana. Tu es impossible. J'arrive. Tu ne devrais pas regarder ça toute seule. Je ne regarde rien du tout. Je lis. Mais elle est venue quand même, à 11h45, avec du champagne et un ordinateur portable. Si on doit regarder le monde de ta famille imploser, a-t-elle dit, autant le faire correctement. À 11h58, nous nous sommes assis sur mon canapé, son ordinateur portable ouvert sur le site de Bloomberg. L'indice de l'année en cours était encore affiché. À minuit, il serait actualisé avec les nouvelles données. Dernière chance de les appeler, a dit Diana. Prévenez-les. Ils m'ont désinvité du Nouvel An parce que je les avais mis dans l'embarras. Je pense qu'ils ont clairement exprimé leurs sentiments. C'est vrai. À minuit pile, la page s'est rafraîchie. Diana fit défiler la liste. Nous y voilà. Numéro 673. Valeur nette, 4 milliards de dollars. Source principale, fonds d'investissement privé, fabrication de semi-conducteurs, conseil en gouvernance technologique. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi. Il y avait mon nom, mon patrimoine. Tout est public. Pendant 30 secondes, il ne s'est rien passé. Puis mon téléphone s'est allumé comme un arbre de Noël. Le premier message provenait d'un membre du conseil d'administration. Félicitations pour votre présence sur la liste. Une reconnaissance bien méritée. Puis un autre d'un collègue de l'école de commerce. Je n'en avais aucune idée. Emma, c'est incroyable. Puis un autre. Je viens de voir l'indice Bloomberg. Tu nous as caché quelque chose. Ils ont continué à arriver. Des dizaines. Des collègues, d'anciens étudiants, des contacts professionnels. Tous réalisaient soudain que le professeur d'éthique des affaires qu'ils connaissaient était aussi un milliardaire. Diana regardait quelque chose sur son ordinateur portable. Oh mon Dieu! Quoi? Le Twitter financier devient fou. Les gens font des recherches approfondies sur vos avoirs. Quelqu'un vient de poster. Emma Chin a enseigné l'éthique des affaires tout en dirigeant un empire de 2,4 milliards de dollars? Légende. Scott 15 000 likes déjà. Mon téléphone a sonné. Quai train. Emma, je reçois des appels de journalistes. Bloomberg, Wall Street Journal, Forbes. Ils veulent tous des interviews sur la façon dont tu as bâti ta fortune tout en poursuivant une carrière universitaire. Que dois-je leur dire? Dis-leur que je ne suis pas disponible pour des commentaires. Ils sont très insistants. Alors dites-leur d'envoyer les demandes par courriel au service des relations publiques de l'université. Cela devrait les ralentir. D'autres messages ont afflué. Puis mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Je l'ai décliné. Il a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé à nouveau. Diana faisait défiler les médias sociaux en riant de temps en temps. Quelqu'un a trouvé ta page d'évaluation de mon professeur. Le premier commentaire est maintenant, elle m'a donné un B+, mais elle vaut 2,4 milliards de dollars, donc je suppose qu'elle sait de quoi elle parle. Malgré tout, j'ai souri. Puis à minuit 23, mon téléphone a sonné avec un numéro que j'ai reconnu. Marcus. J'ai regardé Diana. Elle a hoché la tête. J'ai répondu, bonjour. Emma. Sa voix était étranglée, presque paniquée. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Il va falloir que tu sois plus précise.
L'indice Bloomberg des milliardaires. Votre nom y figure. Il dit que vous valez 2,4 milliards de dollars. Oui, c'est exact. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment pouvez-vous être milliardaire? Vous êtes professeur. En fait, je suis les deux. Je donne 2 cours par semestre et je gère un portefeuille de capital investissement. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. J'entendais du bruit en arrière-plan, des bruits de fête, des gens qui parlaient. Quelqu'un criait. Il doit s'agir d'une erreur, a déclaré Marcus. Bloomberg a fait une erreur. Il s'est trompé dans Metchin ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une erreur, Marcus. Mais vous enseignez dans une université d'État. Vous conduisez une Honda. Vous vivez dans un appartement d'une chambre. 2 chambres, en fait. Et oui, je fais toutes ces choses. Rien ne m'empêche de gérer un portefeuille de plusieurs milliards de dollars. Maman, virgule. Crie-t-il en s'éloignant du téléphone. Elle dit que c'est vrai. Elle dit qu'elle est vraiment. Sa voix a été coupée puis la voix de maman. Emma? Ma chérie? Il y a une certaine confusion ici. Les gens disent que tu es sur une liste de milliardaires? Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, maman. Mais tu es professeur. Tu gagnes quoi? 85 000 dollars par an, 127 000 dollars, en fait. C'est mon salaire d'enseignant, oui. Alors comment? Je ne comprends pas. Je dirige aussi un fonds d'investissement privé. Je le fais depuis 14 ans. J'achète des entreprises, je corrige leur structure de gouvernance et j'augmente leur valeur. Actuellement, je gère environ 2,4 milliards de dollars d'actifs. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Puis la voix de papa, laisse-moi lui parler. C'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Vous vous moquez de nous. Pas de dette. Des sensations fortes. Depuis des années. Des années? Combien d'années? J'ai franchi mon premier milliard il y a environ 3 ans. Je travaille dans le capital investissement depuis 14 ans. Sa voix s'est brisée. Vous faites ça depuis 14 ans et vous n'en avez jamais parlé? Vous n'avez jamais demandé. Jamais demandé? Emma, on n'attend pas d'être interrogé sur ce genre de choses. Pourquoi? Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail de consultant. Tu n'as jamais posé de questions sur mes postes au conseil d'administration. Tu n'as jamais demandé où j'avais trouvé l'argent pour mon appartement ou comment j'avais pu me permettre de voyager dans 6 pays l'année dernière avec un salaire de professeur. Tu as juste supposé que je m'en sortais à peine. La voix de maman est revenue. Il faut qu'on en parle. Où es-tu? Viens à la fête tout de suite. Il le faut. Je n'ai pas été invité à la fête, tu te souviens? Je t'embarrasserai devant le patron milliardaire de Marcus. Le bruit de fond a changé. Quelqu'un parlait d'urgence. Marcus est revenu à la charge. ML, putain de merde. Jackson Reed. Mon patron vient de me demander si j'ai un lien de parenté avec vous. Il sait qui vous êtes. Il a dit que vous possédiez 7% des systèmes Nexus. C'est vrai? Oui. Vous possédez une partie de la société pour laquelle je travaille? J'ai aidé à restructurer votre conseil d'administration il y a 2 ans, pendant la crise de gouvernance. L'action a triplé depuis. Vous êtes le bienvenu, d'ailleurs vos options valent beaucoup plus grâce à mon travail. Oh, mon Dieu! Sa voix était faible. Tout le monde ici sait qui vous êtes. Reed vient de dire que vous êtes l'un des experts en gouvernance les plus respectés dans le secteur du capital investissement. Quelqu'un d'autre a dit que vous siégiez dans 12 entreprises, le type de Sequoia Capital a dit qu'il essayait de vous rencontrer depuis 2 ans. C'est exact. Et nous? Il s'est arrêté. Nous ne t'avons pas invité. Maman t'a dit de ne pas venir parce que tu nous ferais honte. Oui. Parce qu'on pensait que tu n'étais qu'un professeur. Oui. Alors que vous êtes plus riche que presque tous les participants à cette fête. Je n'ai pas fait le compte complet de la liste des invités, mais statistiquement, probablement oui. Je l'ai entendu parler à quelqu'un, sa voix était étouffée. Puis,
Emma Reed veut vous parler. Il te demande ton numéro. Que dois-je lui dire? Dites-lui d'envoyer un courriel à mon assistante. Ses coordonnées sont sur le site de mon entreprise. Le site web de votre entreprise? Vous avez un site web. Sterling Governance Partners. Il est actif depuis 12 ans. 12 ans. Il avait l'air hébété. Nous aurions pu vous googler à tout moment. Oui. Encore la voix de maman. Chérie d'Emma, il faut qu'on te voie. Tout de suite. Nous n'en avions aucune idée. Il faut qu'on en parle en famille. Il est plus de minuit, maman. Je ne vais pas voyager jusqu'au Hanton. Alors nous viendrons vous voir. On peut être là dans 2 heures. Non. Je vais me coucher. J'ai du travail demain. Du travail. Quel travail? C'est le jour de l'an. J'ai une réunion du conseil d'administration à Tokyo. C'est déjà l'après-midi là-bas. Une réunion du conseil d'administration? À Tokyo? Emma, nous devons comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe? C'est que tu découvres que je ne suis pas celle que tu croyais. Ce n'est pas mon urgence, maman. C'est la tienne. J'ai raccroché. Diana me regardait avec des yeux écarquillés. C'était brutal. C'était honnête. Mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner. Je l'ai fait taire. Ils vont perdre la tête, a dit Diana. C'est déjà le cas. Au cours de l'heure qui a suivi, j'ai reçu 43 appels de membres de la famille, 12 messages vocaux et 68 SMS. Je n'en ai lu aucun et n'ai répondu à aucun appel. Au lieu de cela, Diana et moi avons bu du champagne et regardé les médias sociaux se déchaîner. L'histoire était déjà partout. Un professeur milliardaire secret, le professeur d'éthique qui a bâti un empire de 2,4 milliards de dollars en silence. Le milliardaire le plus humble de la liste, quelqu'un avait trouvé une vieille interview que j'avais réalisée sur la gouvernance d'entreprise et l'avait postée avec la légende suivante. Elle enseignait aux milliardaires comment gérer leur entreprise. Elle enseignait aux milliardaires comment gérer leurs entreprises tout en faisant semblant d'être fauché. Un ancien étudiant a tweeté, le professeur Chin m'a donné un C+ à mon examen d'éthique et j'étais furieux. Je découvre maintenant qu'elle est milliardaire et qu'elle s'occupe d'éthique dans les affaires. Ce C+ était peut-être généreux. Diana lisait quelque chose sur son ordinateur portable et riait. Quelqu'un a trouvé le LinkedIn de Marcus. Il publie constamment des articles sur son travail. Il se vante souvent de travailler avec des gens importants. Et maintenant, tout le monde commente. Votre sœur donne-t-elle un cours de maître en humilité? Et votre sœur possède une partie de votre entreprise et ne vous l'a jamais dit? C'est une dynamique familiale de haut niveau. Pauvre Marcus. Pauvre Marcus. Rien. Il a envoyé un texto à UL pour parler de Kant pendant qu'il travaillait en réseau. Il l'a mérité. À 2 heures du matin, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mademoiselle Chin, c'est Jackson Reed. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Je me suis redressée. Monsieur Reed, c'est inattendu. Je suis à ma fête du Nouvel An, et je viens d'avoir une conversation très intéressante avec votre frère et vos parents. Ils semblaient surpris d'apprendre votre carrière. C'est exact. Je voulais vous contacter personnellement. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Votre frère m'a dit que vous n'aviez pas été invité à la soirée de ce soir parce que votre famille pensait que vous ne seriez pas à votre place parmi les invités de l'élite. Je trouve cela sombrement ironique, étant donné que vous êtes l'une des personnes les plus accomplies qui auraient pu être présentes. Je vous remercie. Deuxièmement, je voulais vous remercier. Votre travail de restructuration du conseil d'administration de Nexus, il y a 2 ans, a sauvé cette entreprise. Le cadre de gouvernance que vous avez mis en place a été transformateur. J'ai recommandé votre entreprise à une 12aine d'autres PDG. Je suis heureux que cela ait été utile. Troisièmement, je suis profondément gêné de ne pas avoir fait le lien plus tôt. Votre frère travaille pour moi. Je sais que vous êtes sa sœur, mais je ne vous ai jamais mis en relation avec Ahmet Chin de Sterling Governance Partners. C'est inexcusable. Vous n'aviez aucune raison de faire ce lien.
Je sépare ma vie familiale de ma vie professionnelle. Point. C'est clair, puis-je vous demander pourquoi? J'y ai pensé, parce que je voulais voir qui il serait quand il penserait que je n'avais rien. Et je voulais construire quelque chose qui soit entièrement à moi, qui ne soit pas lié à ma famille. Qui ne dépende pas de son approbation ou de sa compréhension. Et elle est restée silencieuse pendant un moment. C'est remarquablement discipliné et quelque peu déchirant. Cela a été éducatif. J'imagine que oui. Écoutez, je sais que le moment est mal choisi, mais j'aimerais discuter de certains problèmes de gouvernance auxquels nous sommes confrontés dans nos divisions internationales. Seriez-vous d'accord pour une réunion en janvier? Demandez à votre bureau de contacter mon assistante. Trouver une heure. Parfait. Alors, mademoiselle Chin, votre famille est toujours là. Ils sont impatients de vous parler. Votre mère m'a demandé 3 fois si je pouvais vous convaincre de venir à la fête. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que si tu avais été invité au départ, tu serais peut-être venu. Mais les gens qui désinvitent quelqu'un pour le réinviter ensuite lorsqu'ils découvrent sa valeur ne sont généralement pas récompensés par un respect des règles. J'ai souri. C'est astucieux. J'ai une bonne gouvernance d'entreprise. J'ai appris des meilleurs. Il a fait une pause. Ils apprennent une leçon difficile ce soir. Plusieurs de mes invités ont fait des commentaires pertinents sur l'ironie de la situation. Je n'avais pas l'intention de les mettre dans l'embarras. Vous ne l'avez pas fait. Ils se sont embarrassés eux-mêmes. Vous avez simplement existé et la vérité a éclaté. Il y a une différence. Après avoir raccroché, Diana m'a regardé. Jackson Reed t'a appelé personnellement à 2 heures du matin pour s'excuser et demander un rendez-vous? Ton frère doit être en train de mourir. Ce n'est pas mon problème. Mais elle avait probablement raison. Marcus avait passé des années à se positionner comme le frère qui réussissait. Celui qui avait des relations, celui qui comprenait comment fonctionnaient les vraies affaires. En une nuit, toute cette histoire s'est effondrée. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. À 3 heures du matin, Diana est partie en me faisant promettre de m'appeler si j'avais besoin de quelque chose. J'ai finalement regardé mes messages. 47 de Marcus. Des messages allant de la panique à la colère en passant par quelque chose qui ressemblait à du chagrin. 32 de maman. Toutes les variantes de « il faut qu'on parle » et « appelez-nous, s'il vous plaît ». 18 de papa. Plus discret mais tout aussi urgent. Et une de Sophia, la petite amie de Marcus. Je me suis toujours demandé pourquoi tu ne les corrigeais pas quand ils te parlaient mal. Maintenant, je comprends. Tu recueillais des données sur ce qu'ils étaient vraiment. C'est la chose la plus professorale que j'ai jamais vue. J'ai souri et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour Tokyo. La réunion de mon conseil d'administration s'est bien passée. Nous avons finalisé une fusion qui allait créer un géant de la fabrication de semi-conducteurs d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Des retours à New York le 3 janvier, j'ai trouvé 143 appels manqués de membres de ma famille. J'ai finalement appelé mes parents le 4 janvier. Maman a répondu immédiatement. Emma, Dieu merci. Cela fait des jours que nous essayons de te joindre. J'étais à Tokyo pour le travail. Le travail. Oui, c'est ça. Ta réunion du conseil d'administration. Elle a dit cela comme si elle n'avait pas encore compris que ces mots s'appliquaient à moi. Emma, il faut qu'on te voie. Nous avons besoin de parler de tout. D'accord. Peux-tu venir dîner ce soir? Non. J'ai une réunion à la faculté. Demain alors? J'enseigne demain soir. Tu enseignes toujours? La voix de papa m'a rejoint. Ils m'ont mis sur haut-parleur. Emma. Tu es milliardaire. Pourquoi enseignes-tu encore? Baise, j'aime enseigner. Ma richesse n'y change rien. Mais vous pourriez faire n'importe quoi. Tu pourrais prendre ta retraite, voyager, profiter de ton argent. J'aime enseigner. J'aime mes recherches. J'aime réparer les entreprises en difficulté. Pourquoi arrêterais-je de faire ce que j'aime? La voix de maman s'est brisée. Nous ne comprenons pas pourquoi tu ne nous l'as jamais dit. 14 ans, Emma.
14 ans que tu nous laisses penser que tu as du mal à t'en sortir. Je n'ai jamais dit que j'avais du mal. Vous l'avez supposé. Mais tu ne nous as jamais corrigés. Vous n'avez jamais demandé. En 14 ans, aucun d'entre vous ne m'a posé une seule question de fond sur mon travail. Vous m'avez demandé si je continuais à enseigner ou si j'avais envisagé une véritable carrière. Vous ne m'avez jamais demandé pour quelles entreprises je travaillais, dans quel conseil d'administration je siégeais. En quoi consistaient mes recherches. Vous avez juste supposé que je m'en sortais à peine et cette supposition a suffi. Le silence s'étire. Finalement, papa prend la parole. Nous avons échoué. Oui, dis-je simplement. Vous avez échoué. On peut arranger ça? Maman a demandé. Est-ce qu'on peut recommencer? Je ne sais pas. Cela dépend si vous pouvez me respecter quand je ne réussis pas pour vous. Si tu peux m'apprécier quand je ne dépasse pas tes attentes d'une manière que tu comprends. Bien sûr que nous le pouvons. Mais le pouvez-vous? Parce qu'en ce moment, tu t'intéresses à moi parce que je suis milliardaire. Parce que je t'ai embarrassé chez le patron de Marcus parce que j'ai soudain une valeur que tu reconnais. Mais je suis la même personne que le 30 décembre, quand tu m'as désinvité du réveillon. La seule chose qui a changé, c'est ta perception. Ce n'est pas juste, dit papa. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Tu m'aimes? Ou tu aimes la version de moi qui correspond à ton histoire? Parce que quand je ne correspondais pas à ce récit, quand j'étais juste un professeur qui ne vous rendait pas fier, vous m'avez désinvité des événements familiaux. Vous avez rejeté ma carrière. Tu t'es servi de moi comme d'un contraste pour améliorer l'image de Marcus. Nous n'avons jamais eu d'intention, a commencé maman. L'intention n'a pas d'importance, maman. C'est l'impact qui compte. C'est quelque chose que j'enseigne en éthique des affaires. On ne peut pas juger une action uniquement en fonction de l'intention qui la sous-tend. Il faut regarder les conséquences. La voix de Marcus se fait entendre. Emma, je suis là aussi. Je dois m'excuser. Pour tout. Pour chaque fois que je t'ai présenté comme un simple professeur. Pour chaque fois que j'ai parlé de tes dîners de famille. Pour ce texte sur Kant. Pour ne pas t'avoir invité au Nouvel An. J'apprécie cela. Reed m'a demandé hier si je savais que tu possédais une partie de Nexus. J'ai dû lui dire que non, je n'avais aucune idée que ma sœur était une actionnaire majeure de la société pour laquelle je travaille. Savez-vous ce que vous avez ressenti? J'imagine que c'était humiliant. C'est vrai. Et j'ai mérité cette humiliation. Chaque parcelle de cette humiliation. Oui, vous l'avez mérité. Puis-je vous demander quelque chose? Sa voix était calme. Pourquoi l'avez-vous laissé faire si longtemps? Vous auriez pu nous corriger il y a des années. Une conversation et nous l'aurions su. Pourquoi avoir attendu que ça explose publiquement? J'ai bien réfléchi à ma réponse. Parce que j'avais besoin de voir qui vous étiez tous quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. J'avais besoin de voir si votre amour et votre respect étaient conditionnés par le succès. Et j'avais besoin de construire quelque chose qui était complètement séparé de cette famille, quelque chose dont vous ne pouviez pas vous attribuer le mérite ou que vous ne pouviez pas diminuer. Et maintenant vous savez, a-t-il dit. Notre amour était conditionnel. Notre respect était transactionnel. Oui. Maman pleurait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment réparer ça? Vous commencez par comprendre que vous ne pouvez pas réparer 14 ans de licenciement avec des excuses. Vous commencez par reconnaître que la fille que vous avez mise au banc des accusés réussissait au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer. Et vous commencez par vous demander pourquoi vous avez accordé plus d'importance au salaire de $380 000 de Marcus qu'à ma passion pour l'enseignement, sans jamais prendre la peine de regarder en dessous de la surface. Nous sommes vraiment désolés, a dit papa. Nous sommes vraiment désolés. Je sais. Mais le fait d'être désolé n'efface pas les dégâts. Les excuses ne changent rien au fait que tu m'as désinvité du Nouvel An parce que je t'aurais mis dans l'embarras. Cela ne change rien au fait que tu as passé des années à faire de moi la déception de la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demande désespérément maman. Dis-nous ce qu'il faut faire. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace.
Je dois décider si je veux reconstruire une relation avec des gens qui ne m'ont apprécié que lorsqu'ils ont découvert ma valeur nette. Point. Ce n'est pas, a commencé Marcus. Si, c'est vrai. Soyez honnête. Si Bloomberg n'avait pas publié cette liste, si vous n'aviez jamais découvert ma richesse, est-ce que l'un d'entre vous m'appellerait en ce moment? M'auriez-vous invité à Pâques? Au prochain mariage de famille, ou serais-je toujours la fille décevante qui a choisi l'université plutôt que la réussite? Aucun d'entre eux n'a répondu. C'est ce que je pensais, ai-je dit à voix basse. Je vous contacterai quand je serai prête. En attendant, j'ai besoin d'espace. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 semaines plus tard, j'étais dans mon bureau quand Catherine a sonné. Emma. Tu as un visiteur. Elle dit qu'elle est ta mère et qu'elle ne partira pas tant que tu ne l'auras pas vue. J'ai soupiré. Je l'ai fait venir. Maman avait l'air plus petite et plus âgée. Elle s'est assise en face de mon bureau et a regardé autour d'elle. La vue sur l'horizon, les œuvres d'art coûteuses, les signes subtils d'une grande richesse. Je n'ai jamais vu où tu travailles, dit-elle à voix basse. Tu n'as jamais demandé. Je sais. Elle se tordit les mains. Emma, j'ai passé les 2 dernières semaines à penser à tout. J'ai lu des articles sur ta carrière. J'ai revu de vieilles conversations. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Qu'est-ce que c'est? Tu nous l'as dit. Pas directement, mais vous avez essayé. Il y a 3 ans, tu as dit que tu avais acheté un nouvel appartement. J'ai dit, c'est bien, les professeurs doivent avoir de bonnes hypothèques. Vous avez répondu, en fait, j'ai payé comptant. J'ai dit. Ça devait être un petit appartement et j'ai changé de sujet. Tu as essayé de me le dire, mais je ne t'ai pas écouté. Je me suis souvenu de cette conversation. Il y a 5 ans, poursuit-elle, tu m'as dit que tu allais travailler à Singapour. J'ai dit, c'est quoi, une conférence universitaire? Tu as répondu, une réunion du conseil d'administration, en fait. J'ai ri et j'ai dit, réunion du conseil d'administration, c'est chic, comme s'il s'agissait d'une blague. Tu as essayé de me le dire et je me suis moqué de TOI. Je me souviens. Il y a 7 ans, tu as dit à ton père qu'on t'avait demandé de rejoindre le conseil d'administration d'une entreprise. Il a dit, ils doivent être désespérés s'ils demandent des professeurs. Vous avez dit, c'est une entreprise du Fortune 500. Il a dit. Chaque conseil d'administration a besoin de quelqu'un pour prendre des notes. Et vous avez arrêté d'essayer de nous le dire. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Nous n'avons pas seulement omis de demander à Emma. Nous t'avons activement empêché de nous le dire. Chaque fois que tu as essayé de partager quelque chose à propos de ta vraie carrière, nous l'avons rejeté. Nous avons clairement fait comprendre que nous n'étions pas intéressés par ce qui ne correspondait pas à notre récit. Oui, ai-je dit. Vous l'avez fait. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu veuilles avoir une relation avec nous. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que nous avons fait. Nous n'avons pas simplement ignoré ton succès. Nous vous avons puni pour avoir essayé de le partager. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur votre travail. Les entreprises que vous avez sauvées. Les conseils d'administration que vous avez restructurés. Et la manière dont vous avez changé la façon dont les entreprises envisagent la gouvernance. Vous avez fait plus pour l'éthique des affaires que la plupart des gens en 10 ans. Je vous remercie. Je suis fier de vous. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je le suis. Cela ne veut pas dire rien, ai-je dit prudemment. C'est juste, compliqué. Je comprends. Elle s'est dirigée vers la porte, puis a fait demi-tour. Marcus m'a demandé de te dire quelque chose. Il a suivi une thérapie, il a fait face à certaines choses sur la façon dont il a construit son identité autour du fait d'être le frère ou la sœur qui réussit. Et elle voulait que tu saches qu'il y travaille. C'est une bonne chose. Votre père lit les articles que vous avez publiés. Il dit qu'il n'en comprend pas la moitié, mais il essaie. C'est bien aussi. Après son départ, je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment à réfléchir. 3 mois plus tard, j'ai pris un café avec Marcus. Il avait l'air différent. Moins poli, plus authentique. J'ai quitté Nexus,
m'a-t-il dit. Et elle m'a dit, quoi? Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je travaillais là en partie pour rivaliser avec une sœur qui ne rivalisait pas avec moi. Parce que je construisais mon identité autour de la réussite, et que ses fondations étaient pourries. J'avais besoin de comprendre qui j'étais quand je n'étais pas comparée à toi. Où travailles-tu maintenant? Dans une association à but non lucratif. Défense des soins de santé. Le salaire est terrible. Le travail est utile. Pour l'instant, je suis nulle, mais j'apprends. J'ai souri. C'est courageux. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Il a fait une pause. Je voulais aussi te dire quelque chose. Lee Jackson a lu. Il m'a offert une promotion. Plus d'argent. Plus de prestige. Et j'ai réalisé qu'il me l'offrait à cause de toi. Baise, je suis ton frère. Parce qu'il veut avoir accès à toi et qu'il pense que me promouvoir l'aidera. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. Je lui ai dit que s'il voulait travailler avec toi, il devait t'approcher directement. Mais je n'allais pas utiliser notre relation comme un atout professionnel. Il m'a regardé. J'ai passé des années à te diminuer pour m'élever. J'en ai fini avec ça. J'apprécie cela. Le pouvons-nous? Pouvons-nous? Il a eu du mal à trouver les mots. Pouvons-nous être à nouveau frères et sœurs? De vrais frères et sœurs, pas des concurrents. J'aimerais bien, ai-je dit. Mais ça va prendre du temps. Je comprends. J'ai le temps. 6 mois après la publication de la liste Bloomberg, ma famille et moi nous sommes retrouvés pour dîner. Pas chez eux, pas dans un restaurant chic, mais dans un petit restaurant italien près de mon appartement. Nous avons discuté attentivement. Honnêtement. Ils ont posé de vraies questions sur mon travail. Ils m'ont posé des questions sur le leur. Nous n'avons pas fait comme si les 14 dernières années n'avaient pas eu lieu. Nous n'avons pas prétendu que tout allait bien. Mais nous avons commencé à reconstruire. Maman m'a demandé ce qui m'avait permis de réussir. Je l'ai corrigé. Ce n'est pas ce qui m'a fait réussir. Qu'est-ce qui t'a fait voir que j'avais réussi depuis le début? Elle a hoché la tête, acceptant la correction. Papa m'a demandé si je leur en voulais. Je lui ai dit la vérité, parfois. Mais je suis surtout reconnaissante. Tu m'as appris que ma valeur ne dépendait pas d'une validation extérieure. Tu m'as appris à construire des choses en silence et à laisser le travail parler de lui-même. Tu m'as appris que le fait d'être sous-estimé est un avantage. Ce sont des leçons terribles à enseigner pour des parents, a-t-il dit à voix basse. Peut-être. Mais je les ai bien apprises. 1 an après le réveillon du Nouvel An, je donnais une conférence à la Harvard Business School. Le sujet était la gouvernance d'entreprise, mais quelqu'un a posé une question sur ma famille. J'ai entendu dire que vous aviez bâti toute votre carrière en cachette de votre famille. Est-ce vrai? Pas en secret, ai-je corrigé. Je n'ai simplement pas fait de publicité. Il y a une différence. Mais pourquoi? La plupart des gens veulent la reconnaissance de leur famille. J'ai réfléchi attentivement, parce que je voulais voir qui ils seraient s'ils pensaient que je n'avais rien. Je voulais savoir si leur amour était conditionnel. Et je voulais construire quelque chose qui soit entièrement à moi, qui ne soit pas lié aux attentes de la famille, qui ne dépende pas de leur approbation. Et qu'avez-vous appris? J'ai appris que l'amour de la plupart des gens est plus conditionnel qu'ils ne veulent l'admettre. J'ai appris que le fait d'être sous-estimé est un avantage stratégique. Et j'ai appris que la seule validation qui compte est la valeur que vous créez. Regrettez-vous la façon dont cela s'est passé? La découverte publique. Non. Je leur ai dit en privé qu'ils auraient pu contrôler le récit. Ils auraient pu la minimiser ou la déformer d'une manière ou d'une autre. La découverte publique a signifié qu'ils devaient affronter toute la réalité d'un seul coup. Pas de filtre, pas de pirouette, point. Cela semble dur. Peut-être. Mais 14 années de licenciement ont également été dures. Parfois, la vérité doit frapper assez fort pour qu'on ne puisse pas la nier. L'étudiant acquiesce lentement. Vous avez donc bâti un empire de 2-4 milliards de dollars en partie pour prouver quelque chose à votre famille? Non. J'ai corrigé. Je l'ai construit parce que je suis doué pour identifier les valeurs qui échappent aux autres.
Le fait que ma famille ait manqué ma valeur pendant 14 ans. Ce n'était que des données. Des données utiles, mais pas la motivation. Après la conférence, j'ai consulté mon téléphone. Un message de maman. J'ai regardé ton cours à Harvard en ligne. Tu as été brillante. Papa et moi sommes très fiers. J'ai souri et répondu, merci. On dîne ensemble la semaine prochaine? Nous en serions ravis. Un autre message de Marcus. Ton cours était incroyable. Je viens d'être promu à l'association. Il s'avère que je suis plutôt doué quand je n'essaie pas de te concurrencer. Félicitations. C'est bien mérité. Merci, Nama. Merci de ne pas nous avoir complètement abandonnés. Nous n'avons pas mérité votre patience. Nous sommes une famille. Nous apprenons. En traversant Harvard Yard pour regagner mon hôtel, j'ai repensé à ce réveillon du Nouvel An. Il y a 14 mois. Le moment où la liste Bloomberg est tombée. Le moment où mon téléphone a explosé. Le moment où l'histoire de ma famille a volé en éclats. Les gens m'ont demandé si j'avais tout planifié. Si j'avais orchestré la révélation publique. La vérité était plus simple. J'ai simplement vécu ma vie. J'ai créé mes entreprises. J'ai donné mes cours. La liste Bloomberg allait être publiée de toute façon. Et ma famille allait être présente à cette fête de toute façon. La collision était inévitable. Je n'avais pas organisé leur humiliation. J'avais simplement cessé de les protéger de la réalité. Et la réalité, comme je l'enseigne dans mes cours d'éthique des affaires, finit toujours par se manifester. Vous pouvez l'ignorer, la rejeter, prétendre qu'elle n'existe pas. Mais la vérité finit par émerger. Parfois à minuit. Le soir du Nouvel An. Parfois devant votre patron milliardaire. Parfois sous la forme d'un classement Bloomberg qui prouve que la fille que vous avez rejetée est plus riche que toutes les personnes présentes à la fête réunies. Et la vérité n'a pas besoin de vengeance. Elle a besoin de temps. Et je lui avais donné 14 ans. C'était suffisant.